Lors d'un dîner de famille, le mari de ma sœur m'a traité de raté devant tout le monde. Papa a ri, alors je lui ai demandé ce que cela faisait d'être le petit ami numéro 11. Toute la table est devenue silencieuse. Il a rougi. Ma sœur s'est mise à pleurer. Maman m'a dit de partir. Je m'appelle Bastien. J'ai 29 ans et je dois vous parler de ce dîner de famille qui s'est terminé avec ma sœur sanglotant dans sa serviette, mon beau-frère ayant l'air d'avoir avalé une guêpe et ma mère pointant du doigt la porte d'entrée comme si elle dirigeait la circulation sur une scène de crime, ce qui, honnêtement, était un peu le cas. Le crime, c'était ma bouche. Et je ne suis même pas désolé. Laissez-moi revenir en arrière et vous donner un peu de contexte car si je vous plonge juste au milieu de cette histoire, vous allez penser que je suis le méchant. Je suis peut-être encore le méchant. Je vous laisserai décider, mais écoutez-moi d'abord. J'ai grandi à Tours, en Indre-et-Loire, l'enfant du milieu sur 3. Ma grande sœur Delphine a 32 ans. Mon petit frère Victor a 25 ans. Et puis il y a moi, Bastien, celui qui a réussi d'une manière ou d'une autre à être invisible malgré mon mètre 88 depuis ma 2e année de lycée. Delphine a toujours été la star, la major de promotion, la capitaine des Pom-Pom Girls, la reine du bal de promo, le cliché parfait. Victor était le bébé, ce qui signifiait qu'il s'en tirait avec tout sauf un incendie criminel. Et j'étais juste là. Le chapitre du milieu que personne ne se souvient d'avoir lu. Mon père Gérard est l'un de ces gars qui a atteint son apogée à l'université et ne s'en est jamais remis. Il a joué au rugby à l'université de Poitiers, s'est blessé au genou en 3e année et a passé les 3 décennies suivantes à parler à tout le monde de la carrière qu'il a failli avoir. Il vend des assurances commerciales maintenant et agit comme si c'était le travail le plus important de la planète. Il est bruyant, il a des opinions tranchées et il a cette habitude de tout transformer en une compétition dont il est le seul qualifié pour être juge. Ma mère Brigitte est la pacificatrice. Elle a passé tout son mariage à arrondir les angles de mon père. Et quelque part en cours de route, elle a oublié que maintenir la paix et maintenir l'équité ne sont pas la même chose. En grandissant, le favoritisme n'était même pas subtil. Delphine ne pouvait rien faire de mal. Si elle avait un 15, c'était la faute du professeur. Si j'avais un 18, c'était parce que j'aurais dû avoir un 20. Quand Delphine a voulu aller dans une université dans une autre région, mes parents ont contracté des prêts sans sourciller. Quand j'ai évoqué l'idée d'étudier l'informatique dans un IUT, mon père m'a dit d'être réaliste et d'y aller d'abord. Alors je l'ai fait, puis j'ai été transféré, puis j'ai obtenu mon diplôme et j'ai trouvé un travail dans l'informatique qui s'est lentement transformé en une carrière de consultant en cybersécurité. Mais rien de tout cela ne semblait être remarqué par ma famille. Pour eux, j'étais toujours le gamin qui était allé à l'IUT pendant que Delphine allait à l'université de Lille. Maintenant, laissez-moi vous présenter le véritable catalyseur de tout ce désastre, le mari de ma sœur Fabrice. Fabrice avec ses dents blanches, sa poignée de main ferme et ses polos avec le petit logo de marque dessus. Fabrice qui vend du matériel médical et en parle comme s'il pratiquait une opération à cœur ouvert. Fabrice qui conduit une BMW en leasing et agit comme s'il l'avait construite lui-même dans son garage. Fabrice est entré dans nos vies il y a environ 4 ans quand Delphine a commencé à sortir avec lui. Et dès le premier jour, mon père l'a traité comme le fils qu'il avait toujours voulu. Ils s'asseyaient sur la terrasse arrière à boire un apéritif et à parler du marché comme s'ils étaient sur une chaîne d'information. Mon père lui tapotait l'épaule et disait des choses comme « celui-ci ira loin ». Alors que j'étais littéralement assis juste là, venant de conclure un contrat d'une valeur supérieure à l'intégralité de la commission trimestrielle de Fabrice, il n'y avait pas que mon père d'ailleurs. Toute la dynamique familiale a changé quand Fabrice est arrivé. Soudainement, chaque fête consistait à s'adapter à l'emploi du temps de Fabrice. Chaque conversation à table revenait au travail de Fabrice, aux opinions de Fabrice, à son équipe de pronostics sur le foot. Je n'exagère pas quand je dis que ma mère m'a un jour interrompu au milieu d'une phrase pour demander à Fabrice s'il voulait plus de vin. J'étais en train de leur dire que j'avais obtenu une promotion. Elle n'a même pas entendu le mot promotion. Elle a entendu que le verre de Fabrice était vide. Voici ce qui a empiré les choses. Fabrice savait exactement ce qu'il faisait. Il ne se contentait pas de profiter passivement de l'attention. Il se positionnait activement comme le mâle alpha de la famille. Il me lançait ses petites piques. Toujours enveloppé dans une blague pour que personne ne puisse lui en faire le reproche. Des choses comme « Bastien, tu fais toujours tes trucs d'ordinateur ? Mec,
je ne pourrais pas rester assis à un bureau toute la journée. Je perdrais la tête. Ou mon préféré, et Bastien, quand est-ce que tu vas avoir un vrai bureau? Ou est-ce que tu travailles juste depuis ton canapé en tenue décontractée? Et tout le monde riait. Mon père riait le plus fort. J'ai laissé couler pendant des années. Je ne suis pas une personne conflictuelle de nature. Je suis le genre de gars qui reçoit la mauvaise commande dans un restaurant et la mange quand même parce que je ne veux pas que la serveuse se sente mal. Mais il y a une différence entre être facile à vivre et être un paillasson. Et je commençais à réaliser que j'avais franchi cette ligne depuis longtemps. Ce que les gens ne vous disent pas sur le fait d'être l'enfant négligé, c'est que ça ne disparaît pas simplement quand vous grandissez. Ça vous suit. Ça reste dans un coin de votre tête lors de chaque réunion de famille, vous murmurant qu'ils ont peut-être raison. Peut-être que vous n'êtes vraiment pas si impressionnant. Et puis vous rentrez chez vous, vous regardez votre vie, votre carrière, votre appartement, votre compte épargne et vous pensez, non, en fait, je m'en sors bien. Plus que bien. Mais la prochaine fois que vous vous asseyez à cette table, le murmure recommence. Environ 6 mois avant le dîner qui a tout fait exploser, il s'est passé quelque chose dont je dois vous parler car c'est important. Je rendais visite à la maison de Delphine et Fabrice pour déposer un cadeau d'anniversaire pour leur fille, ma nièce Alice. Elle venait d'avoir 4 ans et je lui avais acheté cet énorme éléphant en peluche presque aussi grand qu'elle. Je suis entré par le garage car la porte d'entrée était verrouillée et j'ai entendu Fabrice au téléphone dans la cuisine. Il ne savait pas que j'étais là et ce que je l'ai entendu dire m'a figé sur place. Il parlait à quelqu'un en riant et il a dit, « Ouais, elle n'en a aucune idée. » Je te le dis, mec. Delphine ne vérifie rien. J'ai plus de liberté qu'un adolescent avec une fausse carte d'identité. Puis il a ri à nouveau et a dit quelque chose que je n'ai pas très bien compris, mais ça se terminait par « ce qu'elle ne sait pas permet à tout cela de bien fonctionner ». Je suis resté là dans le garage, tenant un éléphant géant en peluche, ayant l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Maintenant, je ne savais pas avec certitude de quoi il parlait. Ça aurait pu être des finances. Ça aurait pu être une fête surprise. Ça aurait pu être quelque chose de complètement innocent. Mais la façon dont il l'a dit, le ton, le secret, la suffisance, ça ne me semblait pas normal. J'ai gardé ça dans un coin de mon esprit et je suis entré comme si je n'avais rien entendu. J'ai donné son éléphant à Alice, j'ai fait la conversation, je suis rentré chez moi. Mais j'ai commencé à faire plus attention à Fabrice après ça. Et ce que j'ai remarqué au cours des mois suivants a rendu cet appel téléphonique beaucoup plus difficile à ignorer comme n'étant rien. Le dîner de famille qui a tout changé a eu lieu un dimanche de fin octobre. Ma mère avait préparé un rôti de bœuf, ce qu'elle ne fait que pour les grandes occasions ou quand elle essaie de faire semblant que tout va bien. Et d'après la tension générale dans la maison quand je suis entré, je suppose que c'était la deuxième option. Delphine et Fabrice étaient déjà là. Victor était monté depuis Poitiers. Mon père était dans son fauteuil, regardant le match de rugby et offrant des commentaires que personne ne demandait. Et je suis entré avec une bouteille de vin et un mauvais pressentiment que je n'arrivais pas vraiment à nommer. Si j'avais su ce qui allait se passer dans les 2 heures suivantes, j'aurais apporté quelque chose de beaucoup plus fort que du vin. Le dîner a commencé comme toujours chez mes parents, c'est-à-dire que mon père tenait la cour comme s'il animait un talk show et que le reste d'entre nous étions le public du studio. Il parlait d'un contrat qu'il venait de conclure au travail. Et Fabrice était juste là, lui posant des questions de relance comme une otarie bien dressée tenant un ballon sur son nez. « Gérard, c'est incroyable. Comment as-tu convaincu le client de changer d'avis ?» Pendant ce temps, ma mère faisait la navette avec la nourriture entre la cuisine et la salle à manger comme si elle était le traiteur de son propre événement. Et Delphine était sur son téléphone, faisant semblant d'écouter tout le monde tout en faisant défiler quelque chose. J'ai aidé ma mère à apporter les derniers plats parce que c'est ce que je fais. Je suis celui qui aide. Je suis celui qui débarrasse la table, remplit le lave-vaisselle et sort les poubelles pendant que Fabrice reste assis là à se curer les dents et à parler de lui-même. Mais bien sûr, c'est moi le raté. Nous nous sommes tous assis. Ma mère a récité le Bénédicité. Mon père a découpé le rôti comme s'il pratiquait une opération chirurgicale et pendant environ 15 minutes, les choses allaient bien, c'était normal. Victor nous parlait de ses cours d'ingénierie. Je lui posais des questions sur un projet sur lequel il travaillait. Et puis Fabrice, parce que Fabrice ne peut pas laisser une conversation se dérouler sans s'insérer au centre de celle-ci, s'est tourné vers moi et a dit « Alors Bastien,
Quoi de neuf pour toi? Tu fais toujours ton travail à ton compte? Là, je dois expliquer quelque chose. Je ne travaille pas à mon compte. Je n'ai pas travaillé à mon compte depuis 3 ans. Je travaille à temps plein pour une entreprise de cybersécurité basée à Tours. Je l'ai dit à Fabrice de multiples fois. Je l'ai dit à tout le monde à cette table de multiples fois, mais Fabrice appelle ça le travail à mon compte parce que ça donne l'impression que c'est plus petit, moins sérieux, comme si je vendais des bougies faites à la main sur Internet. J'ai pris une inspiration et j'ai dit, je ne travaille pas à mon compte, Fabrice. Je travaille pour Cyberdéfense Solutions, la même entreprise depuis 3 ans. Et je l'ai dit calmement, sans agressivité, sans attitude, juste une correction. Fabrice a eu un sourire en coin. Il a vraiment souri avec suffisance. Et puis il a regardé autour de la table comme s'il s'apprêtait à sortir la chute d'une blague et a dit, c'est vrai, c'est vrai. Le truc informatique. Et mec, sans jugement. Tout le monde n'est pas fait pour le monde réel. Certaines personnes sont des gars de bureau. Puis il a pris une bouchée de rôti et a fait un clin d'œil à mon père. Et mon père a ri. Pas un petit rire poli, un vrai rire franc comme si Fabrice venait de raconter la blague la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Ma mère a baissé les yeux sur son assiette. Victor a fixé son verre d'eau. Et Delphine a souri de la façon dont elle sourit toujours quand Fabrice dit quelque chose d'horrible. Ce petit rictus crispé qui dit qu'elle sait que c'est mal, mais qu'elle ne sera pas celle qui le dira. Je suis resté assis là un moment. Je pouvais sentir la chaleur monter dans ma poitrine. Mais je l'ai ravalée. Je la ravale depuis des années. Une fois de plus, qu'est-ce que ça change, n'est-ce pas? Alors j'ai juste hoché la tête et j'ai dit, bien sûr, Fabrice. Je suis un gars de bureau. Mais Fabrice n'avait pas terminé. Il n'a jamais terminé. Il s'est adossé à sa chaise, a mis son bras autour de Delphine et a dit, je te taquine juste, mec. Mais sérieusement, quand est-ce que tu vas te bouger et faire de vrais progrès? Tu as presque 30 ans. J'avais une maison et une femme à ton âge. Qu'est-ce que tu as? Un appartement et rien de plus. Je n'ai même pas de chat. J'y suis allergique. Mon père est intervenu à ce moment-là. Fabrice a un point. Bastien, tu te laisses porter depuis un moment maintenant. Quand ta sœur avait ton âge, elle était déjà mariée. C'est quoi ton plan? J'ai regardé mon père, l'homme qui ne m'a pas aidé à payer un seul semestre d'université, qui n'est pas venu à ma remise de diplôme, qui a oublié mon 27e anniversaire. Et il me demandait quel était mon plan alors qu'il était assis à côté d'un gars qui loue tout ce qu'il possède et appelle ça la réussite. Mon plan va bien, papa, ai-je dit. Je m'en sors bien. S'en sortir bien, c'est ce que les gens disent quand ils ne veulent pas admettre qu'ils sont coincés, a dit Fabrice. Sans vouloir t'offenser. Alors pourquoi le dire si c'est offensant? Parce qu'il faut bien que quelqu'un te dise la vérité, mec. Fabrice a regardé mon père pour chercher son approbation. Mon père lui a fait un signe de tête, un vrai signe de tête. Et puis Fabrice a lâché la bombe. Il a posé sa fourchette, m'a regardé directement et a dit, écoute, Bastien, je dis ça parce que je tiens à toi. Tu es un bon gars, mais à un moment donné, tu dois te regarder dans le miroir et te demander pourquoi tu as presque 30 ans et que tu n'as rien à montrer pour le prouver. Pas de femme, pas d'enfant, pas de maison, juste un bureau et un salaire. Ce n'est pas une vie, mec. C'est faire du surplace. Et honnêtement, il a fait une pause, a regardé autour de la table comme s'il voulait un public pour cette partie. Honnêtement, tu es un peu un raté. Il l'a dit juste là, à table, avec le rôti dans les assiettes et un centre de table que ma mère avait mis 1 heure à arranger. Il m'a traité de raté. La table est devenue silencieuse. La fourchette de ma mère s'est figée à mi-chemin de sa bouche. La mâchoire de Victor s'est serrée. Delphine a regardé Fabrice avec cette expression qui était à moitié de la gêne et à moitié de la loyauté, comme si elle voulait dire quelque chose mais n'arrivait pas à se résoudre à le contredire devant tout le monde. Et mon père. Mon père a pouffé de rire. Pas un grand rire cette fois. Juste un petit gloussement doux comme s'il essayait de le réprimer mais n'y arrivait pas tout à fait. Et ce gloussement a fait plus de dégâts que n'importe quoi que Fabrice avait dit parce que Fabrice était un étranger. Fabrice était juste un gars qui s'était marié dans ma famille et avait décidé qu'il était meilleur que moi. Mais mon père était censé être dans mon équipe et il riait. Quelque chose s'est brisé en moi.
Pas d'une manière dramatique et cinématographique. Pas comme un barrage qui cède ou un volcan en éruption. Plutôt comme un fil qui lâche. Un de ces fils internes qui vous garde poli. Qui vous garde courtois. Qui fait que vous continuez à vous présenter à ces dîners, à sourire face aux insultes et à faire semblant que tout va bien parce que c'est ce que fait la famille. Le fil a lâché, j'ai regardé Fabrice et j'ai souri. Tu sais quoi, Fabrice? Tu as raison. Tu as une maison, une femme, une BMW et la configuration parfaite digne d'une photo. Félicitations. Vraiment impressionnant. J'ai fait une pause. J'ai pris une gorgée d'eau. Mais je dois te demander quelque chose. Et ça fait un moment que je suis curieux à ce sujet. Fabrice m'a regardé, souriant toujours avec suffisance, toujours confiant. De quoi s'agit-il? Le petit ami numéro 11, ai-je répété. Où est-ce le 12? Honnêtement, j'ai perdu le compte. Mais je me suis dit que puisque tu es tellement préoccupé par ma vie, on devrait peut-être parler de la tienne pendant une minute. Toute la table est devenue morte de silence. Ma mère a complètement posé sa fourchette. Victor s'est adossé à sa chaise comme s'il essayait de s'éloigner physiquement de la zone d'impact. Et Delphine. Delphine m'a regardé avec une expression qui a commencé comme de la confusion et s'est rapidement transformée en quelque chose de beaucoup plus proche de la terreur. Bastien, a dit ma mère, la voix basse et menaçante. Ça suffit. Non, maman. Pas du tout. J'ai regardé Fabrice, qui était passé du sourire en coin à la pâleur en environ 3 secondes. Tu veux me traiter de raté à cette table? Très bien, mais peut-être qu'avant de passer ton temps à juger la vie des autres, tu devrais t'assurer que ta propre maison n'est pas en feu, parce que d'après ce que j'ai vu, la tienne brûle plutôt bien. Fabrice s'est levé. Sa chaise a raclé contre le parquet si fort que ça a ressemblé à un cri. Tu ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il dit, mais sa voix tremblait. Pas de colère, de peur. Delphine s'est mise à pleurer. Pas des pleurs bruyants et dramatiques, des larmes silencieuses coulant sur son visage pendant qu'elle me fixait comme si je venais de sortir une grenade de ma poche pour la poser sur la table. Mon père ne riait enfin plus. Il me fixait avec cette expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était quelque chose entre le choc et la fureur, comme si j'avais brisé une règle tacite dont il ignorait même l'existence jusqu'à ce que je la fasse voler en éclats. Bastien, je pense que tu dois partir, a dit ma mère. Elle l'a dit fermement, comme si elle avait déjà pris sa décision. Je me suis levé. J'ai plié ma serviette et je l'ai posée à côté de mon assiette. J'ai regardé autour de la table chaque personne qui s'était assise là et avait regardé Fabrice me démolir pendant des années sans jamais lui dire d'arrêter. Et j'ai dit, avec plaisir. Je suis sorti par la porte d'entrée, je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis dans l'allée pendant 5 bonnes minutes avant de démarrer le moteur. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait la chamade et je n'avais aucune idée si je venais de faire la plus grosse erreur de ma vie ou la meilleure décision que j'ai jamais prise. Il s'avère que c'était un peu des deux. Le trajet pour rentrer de chez mes parents ce soir-là a semblé durer environ 3 heures, même s'il ne fait que 40 minutes. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène dans ma tête. Le visage de Fabrice, les larmes de Delphine, le silence de mon père, ma mère me montrant la porte comme si j'étais un étranger qui s'était égaré dans la mauvaise maison. Je me suis garé dans le parking de mon immeuble et je suis resté assis là dans le noir, écoutant le moteur cliqueter en refroidissant. Voici le problème quand on dit quelque chose qu'on ne peut pas reprendre. Sur le moment, on se sent juste. On a l'impression que c'est la justice. Mais environ 20 minutes plus tard, quand l'adrénaline quitte votre corps et que la réalité s'installe, vous commencez à vous demander si la justice valait ce prix. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je rentre à l'intérieur. Ma mère a envoyé un texto la première. Ce que tu as fait ce soir était cruel et injustifié. Ta sœur est dévastée. J'ai besoin que tu réfléchisses au genre de personne que tu veux être. Aucune mention de ce que Fabrice m'avait dit. Aucune mention du rire de mon père. Juste moi. J'étais le problème. J'étais toujours le problème. Victor a envoyé un texto ensuite. Le sien était plus court. Mec, c'était quoi ça? Appelle-moi quand tu peux. Au moins Victor semblait plus confus qu'en colère. Il était le seul à cette table qui avait l'air mal à l'aise quand Fabrice s'en prenait à moi, alors je lui ai accordé ça. Delphine n'a pas envoyé de texto.
Elle a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Quand je l'ai écoutée plus tard, sa voix était éraillée et tremblante. Bastien, je ne sais pas ce que tu penses savoir, mais tu n'avais aucun droit de faire ça. Tu as humilié Fabrice devant toute la famille. Tu m'as humilié. Je ne sais même pas quoi te dire en ce moment. Clic, je me suis assis sur mon canapé dans le noir et j'ai réfléchi à ce que je savais vraiment par rapport à ce que je soupçonnais, et si je venais de larguer une bombe basée sur des preuves ou sur un pressentiment. Parce que voici la vérité. Quand j'ai dit petit ami numéro 11 à cette table, je ne bluffais pas exactement, mais je ne tenais pas non plus une quinte flush royale. J'avais peut-être 2 paires et une intuition. Et ça me faisait peur. Laissez-moi vous dire ce que j'avais. Au cours des 6 mois qui se sont écoulés entre le moment où j'ai surpris l'appel téléphonique de Fabrice dans le garage et ce dîner, j'avais remarqué des choses, de petites choses au début. Fabrice était toujours sur son téléphone, tourné de manière à ce que Delphine ne puisse pas voir. Il quittait la pièce pour prendre des appels. Il a commencé à aller à la salle de sport à des heures bizarres. 21h30 un mardi soir, 7h du matin un samedi alors qu'il dormait habituellement jusqu'à 10h. Il a changé le code de son téléphone 3 fois en 2 mois. Je ne le savais que parce que Alice avait essayé de jouer à un jeu sur son téléphone pendant les fêtes de Noël et il le lui avait arraché si vite qu'on aurait cru que c'était une arme chargée. Ensuite, il y a eu ce truc à Noël. J'étais allé chercher ma veste dans la chambre d'amis chez Delphine et Fabrice, et sa montre connectée était posée sur la commode. Une notification est apparue. C'était un message de quelqu'un enregistré sous le nom de Benoît du Travail qui disait quelque chose qui suggérait une rencontre récente et une autre prévue. Bon, écoutez, je ne suis pas naïf au point de penser que chaque message suspect est la preuve d'une relation inappropriée. Peut-être que Benoît du Travail était son vrai collègue nommé Benoît, et qu'il parlait d'une conférence professionnelle. Mais combiné à tout le reste, ça dressait un tableau que je ne pouvais pas ignorer. Mais je n'avais pas de preuves, pas de vraies preuves. Et dans les semaines qui ont suivi ce dîner, j'ai commencé à me demander si je venais de détruire ma famille à cause d'un soupçon. La culpabilité était étouffante. Je me réveillais à 3h du matin et je fixais le plafond en pensant au visage de Delphine quand elle s'était mise à pleurer. En pensant à ma nièce Alice, qui n'avait rien à voir avec tout ça. En me demandant si je ne venais pas de me transformer en méchant de la famille parce que je ne supportais pas qu'on me traite de raté. L'isolement a frappé vite. Ma mère a arrêté d'appeler. Mon père n'a jamais commencé. Delphine m'a bloqué sur tout en l'espace d'une semaine. La seule personne qui me parlait encore était Victor. Et même lui prenait des précautions. Comme s'il essayait de maintenir des relations diplomatiques entre 2 pays en guerre. Je me suis plongé dans le travail non pas pour essayer d'être une source d'inspiration, mais parce que je n'avais littéralement rien d'autre. Ma vie sociale avait été construite autour des obligations familiales et maintenant elles avaient disparu. Alors j'ai travaillé. J'ai pris des projets supplémentaires. Je suis resté tard. Je me suis porté volontaire pour le genre de mission dont personne d'autre ne voulait, les audits compliqués, les clients difficiles, les systèmes qui tenaient avec du ruban adhésif et des prières, et il s'est passé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Je suis devenu vraiment bon dans mon travail. Non pas que j'étais mauvais avant, mais il y a une différence entre faire son travail et s'y jeter à corps perdu quand on n'a plus rien à perdre. En l'espace de 2 mois, j'avais acquis une réputation chez Cyberdéfense Solutions comme étant le gars capable de tout démêler. Ma patronne, une femme nommée Corinne, qui ressemblait à une bibliothécaire mais négociait comme une avocate, a commencé à me mettre sur les comptes les plus importants de l'entreprise. En février, j'avais été promu. Et pas une petite promotion. J'ai été nommé consultant senior avec une équipe de 4 personnes sous mes ordres et un salaire qui aurait fait s'étouffer Fabrice avec son apéritif. Je ne l'ai dit à personne dans ma famille. Il n'y avait personne à qui le dire. Vers la même époque, j'ai repris contact avec un vieil ami d'université nommé Damien. Nous nous étions éloignés après l'obtention de notre diplôme, comme cela arrive souvent, mais il avait déménagé à Tours pour un travail et nous avons commencé à prendre des bières le vendredi soir. Damien était l'une de ces personnes qui vous dit la vérité, que vous vouliez l'entendre ou non, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Un soir, environ 3 mois après le dîner, j'ai tout raconté à Damien, toute l'histoire, les commentaires de Fabrice, le rire de mon père, ce que j'avais dit en retour. Damien a écouté sans m'interrompre, ce qui, pour lui, tenait du miracle. Quand j'ai fini,
il a pris une longue gorgée de sa bière et a dit, d'accord, 2 choses. 1. Fabrice a l'air d'un abruti. 2. Tu ne peux pas juste lancer une grenade au dîner et t'en aller. Si tu as quelque chose sur ce type, tu dois à ta sœur de découvrir la vérité. Pas pour te venger. Pour elle, il avait raison. Et je détestais le fait qu'il ait raison parce que ça signifiait que j'avais encore du travail à faire. J'ai commencé à être plus intentionnel par rapport à ce que je savais déjà. Je n'allais pas traquer Fabrice, engager un détective privé ou faire quoi que ce soit qui me ferait passer pour le frère déséquilibré, mais j'allais faire attention. Et l'univers, comme il le fait parfois quand vous commencez à faire attention, a commencé à me fournir des informations. La première chose qui s'est passée, c'est que Victor m'a appelé en mars. Il était prudent, mais il m'a dit quelque chose qui m'a noué l'estomac. Il avait été chez mes parents pour le dîner du dimanche, ces dîners auxquels je n'étais plus invité, et Fabrice était arrivé en retard. Quand Delphine a demandé où il était, Fabrice a répondu qu'il était à un rendez-vous client. Mais Victor était passé devant le restaurant où Fabrice était censé être, et c'était fermé. C'était fermé pour rénovation depuis 2 semaines. Victor n'a confronté personne à ce sujet. Il me l'a juste dit. La deuxième chose s'est produite en avril. J'ai reçu un message sur un réseau social professionnel d'une femme nommée Céline qui travaillait dans la même entreprise de matériel médical que Fabrice. Elle a dit qu'elle avait trouvé mon profil grâce à une connexion commune et qu'elle voulait entrer en contact. Assez normal. Mais ensuite, elle a envoyé un deuxième message qui disait « Eh, tu es le frère de Delphine ? Je pense qu'on devrait se parler. » J'ai fixé ce message pendant un long moment. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé mariner pendant 2 jours parce que je voulais m'assurer que je faisais ça pour les bonnes raisons. Est-ce que j'essayais d'aider ma sœur ou est-ce que j'essayais de prouver quelque chose ? Est-ce que j'essayais de protéger Delphine ou est-ce que j'essayais de me justifier pour ce que j'avais dit à ce dîner ? Honnêtement, c'était les 2. Et j'ai décidé que les 2 étaient suffisants. J'ai répondu à Céline. Ouais, je suis le frère de Delphine. Que se passe-t-il ? Sa réponse est arrivée en 20 minutes et elle a tout changé. Pas seulement la situation avec Fabrice. Elle a changé toute la trajectoire de ce qui a suivi. Parce que ce que Céline m'a dit n'était pas seulement la confirmation de ce que je soupçonnais. C'était pire. Beaucoup pire. Mais avant même que je puisse digérer cette information, autre chose s'est produit. Quelque chose que je n'aurais jamais vu venir. Et c'est venu de la dernière personne à laquelle je m'attendais. Mon père m'a appelé. Un appel de mon père était à peu près aussi attendu qu'un blizzard en juillet. Gérard n'appelle pas les gens. Il les convoque. Il fait des déclarations. Il attend que vous veniez à lui parce que, dans son esprit, c'est toujours lui qui a été lésé. Même quand c'est lui qui a commis l'injustice. Alors, quand j'ai vu papa s'afficher sur l'écran de mon téléphone un mardi soir de mi-avril, j'ai vraiment cru que quelqu'un était mort. Bastien, a-t-il dit. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu. Juste mon prénom. Comme s'il confirmait mon existence. Papa. Il y a eu une pause, une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer, et en fond sonore, le murmure grave de la chaîne d'information qu'il regardait. Puis il a dit quelque chose qui a failli me faire tomber de ma chaise. Je crois qu'il se passe quelque chose avec Fabrice. J'ai attendu. Je ne suis pas intervenu. J'ai appris qu'avec mon père, le silence est plus efficace que la parole. Si vous parlez, il argumente. Si vous gardez le silence, il remplit l'espace. Ta mère et moi les avons invités le week-end dernier, a-t-il continué. Fabrice était sur son téléphone tout le temps. Delphine avait l'air absente. Silencieuse. Elle a l'air fatiguée, Bastien. Maigre. Pas en bonne santé. Maigre. Une autre pause. Ta mère pense que j'imagine des choses. Mais je n'imagine pas des choses. Je suis resté assis là à assimiler l'ironie de mon père. L'homme qui avait ri quand Fabrice m'avait traité de raté. L'homme qui avait passé des années à traiter Fabrice comme le gendre en or, m'appelant pour me dire qu'il était inquiet. Une part de moi voulait dire quelque chose de tranchant, quelque chose comme « Oh, alors maintenant tu veux me parler ?» Mais la voix de Damien résonnait dans ma tête. Ça ne te concerne pas. Ça concerne Delphine. Papa, ai-je dit prudemment. Je pense que tu as raison.
Et je pense que c'est pire que ce que tu crois. Je lui ai dit l'essentiel. Pas tout. Pas encore pour Céline. Juste l'appel téléphonique que j'avais surpris dans le garage. Le message que j'avais vu sur la montre de Fabrice. Ce que Victor avait remarqué à propos du restaurant fermé. Mon père est devenu silencieux d'une façon que je ne lui avais jamais connue. Gérard n'est jamais silencieux. L'homme a une opinion sur tout, de la fiscalité à la bonne façon de faire griller un steak. Mais à ce moment-là, au téléphone, il est resté silencieux si longtemps que j'ai vérifié pour m'assurer que l'appel n'était pas coupé. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? A-t-il fini par demander. Quand, papa, avant ou après que tu aies ri quand il m'a traité de raté, avant ou après que maman m'ait dit de partir? Il n'a pas répondu à ça. Il a juste dit, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon père, malgré toutes ses fanfaronnades, malgré tout son favoritisme, malgré toutes ces années à me faire sentir que je n'étais pas assez bien, avait peur. Pas pour lui-même, pour Delphine. Et aussi en colère que je fusse contre lui, aussi blessé que je l'étais encore, je ne pouvais pas utiliser cette peur comme une arme parce que j'avais peur pour Delphine, moi aussi. Je lui ai dit de ne pas bouger et de me laisser régler certaines choses. Ensuite, j'ai appelé Céline. Nous nous sommes retrouvés pour prendre un café dans un endroit calme du centre-ville de Tours. Céline était une professionnelle d'une trentaine d'années, visiblement nerveuse. Elle a commandé une tisane à la camomille et a tenu la tasse à deux mains comme si elle se préparait à un choc. Je ne veux pas me retrouver au milieu de tout ça, a-t-elle commencé. Alors pourquoi m'avoir contacté? Elle a soupiré. Parce que je regarde ça se produire depuis plus d'un an, et ça me ronge de l'intérieur. Je travaille dans le département de Fabrice. Tout le monde là-bas est au courant. Elle m'a dit ce que tout le monde savait. Fabrice avait une relation inappropriée avec une femme nommée Audrey qui travaillait dans le bureau de leur entreprise à Lyon. Pas un truc sans lendemain, une relation extra-conjugale durable qui durait depuis au moins 14 mois. Ils se rencontraient lors de conférences, dans des chambres d'hôtel dans des villes où Fabrice prétendait avoir des dîners d'affaires, et occasionnellement directement à Tours lorsque Delphine rendait visite à son ami à Orléans. Le manager de Fabrice s'en fichait tant que Fabrice atteignait ses objectifs chiffrés. Elle m'a montré des captures d'écran de messages qu'un collègue commun avait partagés avec elle. Je n'entrerai pas dans les détails parce qu'ils m'ont donné la nausée. Mais c'était assez explicite pour qu'il n'y ait aucune place à une mauvaise interprétation. Ce n'était pas du flirt. C'était une véritable infidélité et Fabrice n'essayait même pas de la cacher à ses collègues. Il la cachait seulement à Delphine. J'ai remercié Céline. Je lui ai dit que je la garderais en dehors de ça autant que possible. Puis je suis rentré chez moi et je suis resté assis sur mon canapé pendant 2 heures à réfléchir à ce que j'allais faire ensuite. C'est là que j'aurais pu me tromper. J'aurais pu aller directement voir Delphine. J'aurais pu lui transférer les captures d'écran. J'aurais pu tout faire exploser sur le champ et laisser les choses se tasser, mais j'avais déjà appris que larguer des bombes sans un plan faisait de moi le méchant de l'histoire. J'ai donc décidé d'être stratégique à ce sujet. Pas par vengeance, pour Delphine. Mais je mentirais si je disais qu'une petite partie de moi ne voulait pas que Fabrice subisse au moins une fraction de l'humiliation qu'il avait infligée à chaque dîner de famille au cours des 4 dernières années. J'ai appelé Damien. J'ai appelé Victor. Et j'ai appelé mon père. 4 personnes qui, pour différentes raisons, voulaient toutes la même chose. La vérité délivrée d'une manière qui ne pourrait pas être niée, rejetée ou détournée par la langue de bois de Fabrice. Damien était le stratège. Tu ne peux pas juste donner à Delphine un tas de captures d'écran venant d'une collègue qu'elle n'a jamais rencontrée. Il a dit, Fabrice dira que c'est fabriqué. Il retournera la situation contre toi. Il te faut quelque chose qu'elle ne puisse pas contester. Victor s'occupait de la reconnaissance. Il allait toujours au dîner de famille, maintenant toujours sa position de parti neutre. Il a commencé à faire plus attention au mouvement de Fabrice, à ses excuses, à son emploi du temps. En l'espace de 2 semaines, Victor avait documenté 4 cas distincts où Fabrice prétendait être quelque part où il n'était pas. Une réunion client qui n'existait pas. Une séance de sport alors que la salle était fermée pour maintenance. Une partie de golf un samedi matin alors qu'il pleuvait à verse. Mon père était la pièce la plus difficile de ce puzzle. Travailler avec Gérard exige une patience dont j'ignorais l'existence. Il voulait confronter Fabrice immédiatement, du genre se pointer physiquement à son bureau et exiger des réponses.
J'ai dû le calmer 2 fois. Papa, si tu y vas toutes armes dehors, Fabrice jouera la victime et Delphine prendra son parti. On doit faire les choses bien. Depuis quand es-tu devenu si calme face aux choses? A demandé mon père. Depuis que j'ai réalisé qu'être en colère et être efficace, ce n'est pas la même chose, ai-je répondu. Et je pense que c'était la première fois que mon père me regardait vraiment. Pas l'enfant qui est allé à l'IUT. Pas le fils qui n'était pas Fabrice. Moi. Le plan s'est concrétisé en mai. Victor avait suivi les habitudes de Fabrice et confirmé qu'il voyait Audrey un jeudi sur 2 quand il disait à Delphine qu'il avait un dîner d'affaires tardif à Orléans. Céline avait fourni suffisamment de preuves corroborantes pour que nous n'ayons pas besoin que Fabrice avoue. Nous avions juste besoin que Delphine le voie de ses propres yeux. L'idée était simple. Le prochain jeudi où Fabrice était censé être à Orléans, Victor inviterait Delphine et Alice à un dîner décontracté chez mes parents. Je serais là aussi, ce qui serait la première fois que je reviendrais depuis l'éclat du mois d'octobre. Pendant que Delphine serait chez mes parents, mon père suggérerait l'air de rien d'appeler Fabrice pour qu'il les rejoigne. Quand Fabrice dirait inévitablement qu'il était coincé à son dîner client, Victor afficherait le partage de position que Fabrice ne savait pas être encore actif sur le forfait téléphonique familial que mon père avait mis en place des années auparavant. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas un film d'espionnage. C'était juste une famille assise ensemble, regardant une carte sur l'écran d'un téléphone, et voyant que l'homme qui prétendait être à Orléans était en réalité dans un hôtel à Tours, à 12 minutes de leur maison. Nous avons fixé la date, le jeudi 15 mai. Victor a confirmé que l'habitude de Fabrice se maintenait. Céline a confirmé par les rumeurs du bureau qu'Audrey avait pris le train depuis Lyon ce mercredi-là. Tout était en place. La seule question était de savoir si je pouvais m'asseoir en face de ma sœur, sachant ce qui allait arriver à son monde, et garder mon sang-froid assez longtemps pour laisser la vérité faire ce qu'elle avait à faire. Je n'ai pas dormi la nuit précédente. Je suis juste resté allongé dans le noir à penser à Delphine. À la sœur qui me laissait emprunter ses CD au collège, qui m'avait appris à danser un slow avant mon premier bal de promo, qui m'appelait de l'université juste pour me dire que je lui manquais. La sœur qui s'était retrouvée mariée à un homme qui ne méritait pas de porter ses sacs de course. Ce n'était pas une vengeance. C'était un sauvetage. Du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire alors que le soleil se levait le 15 mai et que je me préparais à retourner chez mes parents pour la première fois en 7 mois. Entrer dans la maison de mes parents le 15 mai, c'était comme entrer sur une scène. Ma mère a ouvert la porte et s'est contentée d'un signe de tête raide et d'un Bastien silencieux. J'ai répondu par un signe de tête. Maman. 7 mois de silence condensé en un échange de 2 mots. Alice a couru vers moi et a jeté ses bras autour de mes jambes comme si j'étais un héros perdu de vue depuis longtemps. Elle a immédiatement commencé à me parler de son nouveau poisson, un combattant nommé Sparkle, qui avait apparemment une mauvaise attitude. J'ai ri pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être des semaines. Delphine m'observait depuis le canapé. Elle ne s'est pas levée ni n'a souri, mais elle n'a pas non plus quitté la pièce. Elle avait exactement l'air que mon père avait décrit. Fatiguée, mince, avec des cernes sous les yeux que le maquillage n'arrivait pas tout à fait à cacher. J'ai eu mal à la poitrine en la regardant. Victor jouait parfaitement son rôle. Décontracté, à l'aise. Mon père était dans la cuisine en train d'aider ma mère avec le dîner, ce que je n'avais jamais vu auparavant. Apparemment, l'imminence d'une crise familiale avait donné à Gérard la capacité de couper des légumes. Le dîner était calme selon les standards de la famille. Personne ne faisait de représentation. Alice animait la conversation, ce qui est impressionnant pour une enfant qui confond encore le jeudi avec le samedi. Environ 45 minutes plus tard, mon père a posé sa fourchette et a regardé Delphine. « Pourquoi n'appelles-tu pas Fabrice pour lui dire de passer ? Nous avons plein de nourriture. » Delphine a hésité. « Il est à Orléans ce soir. »« Un dîner d'affaires un jeudi ?» a demandé ma mère. Et je voyais bien qu'elle avait été briefée parce que ma mère, de toute sa vie, n'a jamais remis en question l'emploi du temps de qui que ce soit. « Ouais, c'est ce gros compte sur lequel il travaille, » a dit Delphine. Mais elle l'a dit de la façon dont les gens disent les choses qu'ils ont répétées tant de fois que les mots ont perdu leur sens. Comme une prière que l'on récite sans penser à ce qu'elle dit réellement. « Essaie quand même de l'appeler, » a dit Victor en sortant son téléphone. « Il pourra peut-être passer en rentrant. » Delphine a appelé Fabrice.
Ça a sonné 4 fois et c'est tombé sur la messagerie. Elle lui a envoyé un texto. 5 minutes plus tard, il a répondu. Elle l'a lu à voix haute sans que personne ne le demande. Coincé à Orléans. Ce dîner s'éternise. Ne m'attends pas. Mon père a regardé Victor. Victor m'a regardé. J'ai hoché la tête. Delphine, a dit Victor doucement. Il a ouvert l'application de localisation familiale sur son téléphone. Celle dont Fabrice avait apparemment oublié l'existence parce qu'il n'avait jamais pris la peine de se retirer du forfait familial que mon père avait mis en place quand Victor était encore au lycée. Il a tourné l'écran vers Delphine. Le petit point bleu de Fabrice était situé sur un hôtel de la route de Bordeaux à Tours, à 12 minutes de l'endroit où nous étions assis. Delphine a fixé l'écran. Elle n'a rien dit pendant ce qui a semblé durer une minute entière, mais qui était probablement 10 secondes. Puis elle a levé les yeux vers Victor et a dit, « Ça doit être une erreur du système. » « Ce n'est pas une erreur du système, chérie, » a dit mon père, et de la façon dont il l'a dit, c'était doux et triste, sans aucune de ses fanfaronnades habituelles. C'est alors que le visage de Delphine a commencé à changer. Le déni s'est fissuré. La posture défensive qu'elle maintenait depuis des mois, peut-être des années, a commencé à s'effondrer. Depuis combien de temps? A-t-elle murmuré. Elle ne posait pas la question à Victor. Elle me regardait. Au moins 14 mois, ai-je répondu. Elle s'appelle Audrey. Elle travaille dans le bureau de son entreprise à Lyon. Plusieurs personnes à son travail sont au courant. Les yeux de Delphine se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas pleuré comme elle l'avait fait lors du dîner d'octobre. Ça, c'était le choc et la gêne. Ceci était quelque chose de plus profond. C'était le bruit d'un mur qui s'effondrait. Un mur qu'elle avait construit pour se protéger de ce qu'elle savait probablement déjà à un certain niveau, mais qu'elle ne pouvait pas se permettre d'affronter. Le dîner d'octobre. Elle a dit lentement, quand tu as dit le petit ami numéro 11. Tu le savais à ce moment-là. Je m'en doutais, ai-je dit. Je n'avais pas de preuves. Je n'aurais pas dû le dire de la façon dont je l'ai fait. Je suis désolé pour ça. Mais tu avais raison. Ouais, j'avais raison. Ma mère pleurait silencieusement au bout de la table, tenant une serviette sur son visage. Mon père avait sa main sur l'épaule de Delphine, et pour une fois, il ne jouait pas la comédie. Il était juste son père. Victor était assis tranquillement, laissant le moment se dérouler sans essayer de le réparer. Alice, Dieu la bénisse, a levé les yeux de ses nuggets de poulet et a dit, « Pourquoi tout le monde est triste? Est-ce que Sparkle est mort ?» Delphine a laissé échapper un son qui était à moitié un rire, à moitié un sanglot, et a attiré Alice sur ses genoux. « Non, bébé. Sparkle va bien. » Ce qui s'est passé ensuite a été la décision de Delphine. Personne ne lui a dit quoi faire. Elle s'est assise à cette table, a serré sa fille dans ses bras et a fait son propre choix. Elle a appelé Fabrice. Il n'a pas répondu la première fois. Elle a rappelé. « Et bébé, je t'ai dit que j'étais à Orléans. Je sais où tu es, Fabrice. » Sa voix tremblait mais était assurée. « Je regarde ta position en ce moment même. Tu es à l'hôtel sur la route de Bordeaux, à 12 minutes d'ici, et je sais pour Audrey. » Le silence à l'autre bout du fil était la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. Fabrice s'est lancé dans toutes les excuses possibles. C'était un malentendu. La localisation était fausse. Audrey n'était qu'une collègue. Il a même dit, « Bébé, qui t'a dit ça? » Sébastien. Parce que tu sais qu'il m'en veut depuis. Arrête, Delphine l'a coupé. Ne rentre pas à la maison ce soir. J'aurai mis tes affaires sur le porche demain matin. Elle a raccroché. A posé le téléphone sur la table. Et puis elle m'a regardé. Merci, a-t-elle dit. Juste un seul mot. Mais il portait le poids de tout ce qui n'avait pas été dit entre nous pendant des années. Chaque dîner où elle avait laissé Fabrice m'insulter sans rien dire. Chaque fois qu'elle avait choisi sa version de la réalité au lieu de la mienne, chaque appel téléphonique qu'elle n'avait pas passé et chaque texto qu'elle n'avait pas envoyé pendant ces 7 mois où j'avais été exilé de la famille. Tu es ma sœur, ai-je répondu. C'est tout ce qui compte. Les conséquences se sont déroulées au cours des semaines suivantes. Delphine a engagé une procédure de divorce en juin. Fabrice a essayé de contester, a engagé un avocat coûteux en costume qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture,
mais l'avocate de Delphine, une femme nommée Florence que la petite amie de Victor avait recommandée, était plus tranchante et bien mieux préparée. Quand l'avocat de Fabrice a vu les preuves par message, les relevés de localisation et les déclarations sous serment de 2 collègues, il a dit à Fabrice de trouver un accord et de s'épargner l'humiliation. Fabrice a trouvé un accord. Delphine a eu le pavillon, la garde exclusive d'Alice et un arrangement financier qui a fait passer la BMW en leasing de Fabrice pour la blague qu'elle a toujours été. Fabrice a emménagé dans un appartement de l'autre côté de la ville. Audrey l'a largué 2 semaines après que tout a été révélé. Il s'avère qu'elle n'était pas intéressée par la version de Fabrice qui venait sans maison, sans femme pour tout faire à sa place et sans la vie confortable qui le faisait passer pour un bon parti. Le gars qui m'avait traité de raté pour n'avoir qu'un appartement et un salaire était maintenant celui qui n'avait qu'un appartement et un salaire. Sauf que le mien s'accompagnait d'une promotion et d'une conscience tranquille. Mon père et moi avons eu une conversation en juillet que je n'oublierai jamais. Nous étions assis sur sa terrasse arrière, la même terrasse où il avait l'habitude de boire un apéritif avec Fabrice. Et il a dit, « Je te dois des excuses, Bastien. Pas seulement pour le dîner, pour beaucoup de choses, depuis beaucoup d'années. Je ne l'ai pas obligé à ramper. Ce n'est pas qui je suis. Mais je ne l'ai pas ménagé non plus. J'ai dit, papa, j'avais besoin que tu me voies, moi, pas Fabrice, moi. Et tu ne l'as pas fait pendant très longtemps. » Il a hoché la tête. Ses yeux étaient rouges. Gérard ne pleure pas, mais il en était proche. « Je te vois maintenant, » a-t-il dit. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas une scène de film où des années de dégâts sont réparées en une seule conversation, mais c'était un début, et parfois un début est tout ce qu'il faut. Delphine et moi avons reconstruit lentement. Elle s'est excusée d'avoir laissé Fabrice me traiter comme il l'avait fait. Je me suis excusé pour la façon dont j'avais géré le dîner d'octobre. Nous avons convenu qu'à l'avenir, l'honnêteté était plus importante que le confort, même quand c'était compliqué. Quant à moi, je m'en sors plus que bien. Corinne m'a offert une voie vers le statut d'associé qui aurait fait tourner la tête de l'ancien Bastien. J'ai commencé à sortir avec une femme nommée Pauline que j'ai rencontrée lors d'une conférence sur la cybersécurité. Et elle est le genre de personne qui vous fait réaliser qu'être patient pour trouver la bonne relation n'est pas la même chose qu'être en retard dans la vie. Alice m'appelle Oncle Ba et m'oblige à regarder le même film sur un poisson chanteur à chaque fois que je lui rends visite. C'est le meilleur moment de ma semaine. Le mois dernier, Delphine et moi étions assis sur son porche pendant que Alice chassait les lucioles dans le jardin. Et Delphine a dit, « Tu sais, Fabrice avait l'habitude de me dire que tu étais jaloux de lui. C'est pour ça que tu étais toujours silencieux au dîner. Il disait que tu enviais sa réussite. » J'ai ri. J'ai vraiment ri. Delphine, je n'ai jamais été jaloux de Fabrice. J'avais pitié de lui. Un gars qui a besoin de rabaisser les autres pour se sentir grand n'a jamais été quelqu'un que je voulais être. Elle a souri. Quand es-tu devenu si sage? Quelque part autour du petit ami numéro 11, ai-je répondu. Elle m'a jeté un oreiller à la tête. Et puis elle a ri aussi. Et c'était le genre de rire qui me disait que nous allions nous en sortir. Nous tous, abîmés, compliqués et imparfaits, mais nous allions bien. Commentaire, je tiens à partager avec vous une petite réflexion après cette vidéo. J'ai souvent remarqué que le respect de soi commence par savoir poser des limites claires dans nos relations. Vous aussi, vous méritez d'être traité avec dignité, même au sein de votre famille. La gentillesse est belle, mais elle ne doit jamais nous faire oublier notre propre valeur. Quand on choisit la vérité, même si c'est difficile, on ouvre la porte à une vraie guérison. Prendre ses responsabilités, c'est aussi accepter de réparer ce qui a été brisé. Apprendre à choisir la paix plutôt que de subir des situations toxiques change vraiment la vie. Je vous invite à réfléchir à vos propres relations, où pourriez-vous poser une limite saine aujourd'hui? La guérison prend du temps, mais elle est possible quand on s'entoure de bienveillance. Et rappelez-vous, grandir, c'est parfois oser dire les choses avec calme et fermeté pour mieux avancer ensemble. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.